Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Ici Claudia Richard. Bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous propose une autre visite au cœur des installations de l'ennemi juré de l'Impact de Montréal, le Toronto FC. Débutons l'émission avec cette rencontre avec l'ex-vedette de l'Olympique de Marseille, Benoît Chérou. Nous voici à nouveau à Toronto pour vous présenter l'un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Benoît Chérou. L'excellent milieu de terrain qui est avec Toronto depuis 2015 dit que la rivalité Montréal-Toronto lui rappelle celle de Paris-Marseille. Rivalité entre Montréal et Toronto, ça met un peu de piment aux rencontres, moi ça me plaît. Ça me rappelle un peu l'Europe par rapport à ça, avec les rivalités qu'on pouvait avoir, notamment entre l'OM et le PSG, qui étaient des gros matchs et on sentait la tension et on sentait beaucoup plus d'importance aux yeux des supporters de gagner ce match encore plus important pour eux qu'un autre. Benoît Chérou a connu une très belle carrière de footballeur en France. 5 ans à Lille, au SC, 3 années à Auxerre et presque 8 années à l'Olympique de Marseille. Vous avez joué plus de 400 matchs en Ligue 1 et plus de 300 matchs avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que Marseille vous manque? Forcément beaucoup de bons souvenirs, aussi bien au niveau du club qu'au niveau de la ville, où j'ai encore de nombreux amis et de la famille là-bas. Donc oui, il y a une partie de moi qui est restée là-bas, mais je suis très content d'être ici et je regarde devant et pas derrière. Comment le milieu de terrain trouve-t-il l'accueil des Canadiens? Très bien, les gens sont très accueillants au Canada, tout le monde est très gentil et c'est très facile de s'adapter ici. Il y a beaucoup de différences avec la manière de vivre en France et également au niveau sportif, la ligue est très différente de ce que j'ai connu en France. C'est pour ça que je suis venu ici justement pour vivre des choses différentes, que ce soit sportivement ou humainement. Et c'est sûr que je suis comblé ici dans une ville exceptionnelle avec beaucoup de choses à faire, avec des gens accueillants. Il y a tellement de choses à faire ici. C'est une grande ville, mais on peut prendre la voiture et en 1 heure de route être au milieu de la forêt et des lacs. Donc c'est très, très varié, très diversifié. Ce qui me plaît moins, c'est peut-être quand il fait en dessous de moins 15 degrés. Même si j'apprécie la neige et ça me dérange pas, quand ça descend en dessous de moins 15, c'est vrai que ça pique un peu. L'ex-vedette de Marseille nous explique quelles sont selon lui les grandes différences entre la Ligue 1 et la MLS. Le public est différent aussi, l'arbitrage est différent, c'est tout un tas de subtilités au quotidien qui est différente, mais le niveau est convenable et en progression, je pense, depuis plusieurs années et je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à faire dans cette ligue. Il n'y a pas que Didier Drogba qui n'aime pas les terrains synthétiques. Benoît Chérou est du même avis. Je suis pas fan des terrains synthétiques, pour moi ça dénature le sport qu'est le football, le soccer comme on dit ici. Voilà, c'est des appuis différents, c'est des rebonds différents, ça change vraiment le jeu et tous les terrains qui sont synthétiques, ça me plaît pas trop. Benoît Chérou nous fait part d'une autre différence intéressante entre la Ligue 1 et la MLS. Il y a des bons joueurs ici. Après, ce qui fait la différence justement avec l'Europe, c'est peut-être la quantité de bons joueurs dans une même équipe. Au sein d'une même équipe, il peut y avoir des différences de niveau plus importantes qu'en Europe, où des fois les remplaçants sont aussi forts, voire plus forts que les titulaires. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a la différence. En 2015 à Montréal, nous avions rencontré Bruno Chérou, le frère de Benoît, qui a déjà joué pour Liverpool. Nous étions curieux de savoir s'il y avait de la rivalité entre les deux frères. Non, jamais. C'est sûr qu'on a joué dans la même équipe, donc il arrivait à l'entraînement d'être l'un contre l'autre, mais il n'y avait pas de fraternité qui compte sur le terrain et il fallait gagner. Et maintenant, on a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. C'était spécial de jouer l'un contre l'autre aussi, puisqu'on a joué quelques matchs l'un contre l'autre. C'était spécial, surtout pour nos parents qui étaient dans les tribunes. C'était difficile pour eux de prendre parti. Benoît Chérou songe-t-il lui aussi à devenir un journaliste comme son frangin? Pourquoi pas? C'est vrai que ça fait partie des reconversions qu'on peut envisager quand on est passionné de football et quand on a vécu toute sa vie autour du football. Vous voyez en MLS pendant encore combien d'années?
Je sais pas, c'est sûr que je suis conscient qu'il y a plus d'années derrière moi que devant moi, mais justement je prends beaucoup de plaisir encore à venir à l'entraînement, à jouer tous les jours. Et voilà, je suis passionné de football et tant que ça continuera, je continuerai. Je vous souhaite une très belle fin de saison avec le FC Toronto. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est gentil, merci à vous, bonne continuation. Merci Benoît. Benoît Chéroux est une superbe acquisition indispensable, non seulement pour le Toronto FC qui en a bien besoin, mais aussi pour la MLS qui doit niveler sa qualité de jeu par le haut. Bonjour Stéphane. Parlons aujourd'hui d'une blessure qui affecte tout le monde, les sportifs ou non, des contusions qui amènent des ecchymoses. Donc, en soccer, ce qui est classique, c'est qu'il y a un coup qui est porté et les tissus commencent à saigner parce qu'il y a une rupture au niveau des vaisseaux sanguins, parce qu'il y a un œdème qui se crée autour des tissus et ça fait en sorte que le sang commence à circuler puis à sortir des vaisseaux sanguins. Et un autre aspect qu'il faut considérer, c'est que le sang est un irritant chimique dans les tissus. Si bien que quand il y a du sang qui rentre en contact avec les tissus autour, ça fait une espèce de réaction inflammatoire qui fait que c'est douloureux, que c'est gonflé et là, on se retrouve avec un délai dans la récupération des tissus. Donc, le but premier, ça va être de contenir la réaction. Dans un premier temps, comme je l'ai mentionné plus tôt, ça va être de comprimer la région. On va vraiment essayer d'empêcher que ça gonfle plus. Et ça doit se faire le plus rapidement possible après la blessure. Si le lendemain, ça n'a pas gonflé trop, pas de problème. Donc, on utilise un bandage élastique qu'on va mettre autour de la cuisse. On peut mettre aussi une espèce de petit pad juste pour comprimer un petit peu plus la région où il y a eu le bleu. Dans un deuxième temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est drainer un petit peu la région qui a été affectée. Donc, ça se fait à travers des massages légers, qu'on ne fait pas trop tôt, et qu'on va vouloir faire en direction du cœur, donc pour ramener vers le centre, dans le sens de la circulation. Okay? Et la troisième chose qui va être importante de faire, c'est périodiquement d'enlever le bandage compressif pour pouvoir mettre de la glace pour réduire la réaction inflammatoire qui vient avec tout ça. On ne veut pas l'empêcher complètement parce que c'est important d'avoir cette réaction-là. Cependant, il faut essayer de la contenir pour pas qu'elle s'emballe. Merci beaucoup pour les éclaircissements, Stéphane. Ça fait plaisir. Merci. Après la pause, un camp de recrutement pour les universités américaines en sol québécois. Les entraîneurs d'universités américaines sont de plus en plus nombreux à venir dépister des joueurs et des joueuses en sol québécois. Voici un reportage qui se déroulait lors d'un camp de repêchage à Pierrefonds en mai dernier. L'ex-milieu de l'Impact Antonio Ribeiro et le joueur Federico Mogen organisent chaque année un camp de détection pour les universités américaines. L'équipe de Génération Soccer s'est rendue sur place pour y jeter un coup d'œil de plus près. Première question, d'où vient l'idée d'organiser ce camp? Il n'y a pas grand-chose dans le soccer québécois entre 15 ans et 20 ans. Oui, il y a l'Académie de l'Impact, mais ça, c'est pour les garçons. Puis encore là, les meilleurs des meilleurs. Mais pour les filles sont souvent négligées. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui peut jouer semi-pro. Freddy avait des très bons contacts avec les universités américaines. Et moi, j'avais des très bons contacts ici. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on est rendu à notre 5e année. Et ça va très bien. Federico, quelles universités sont présentes cette fin de semaine? Nous avons environ 14 universités. Nous avons des universités du Canada aussi cette année et beaucoup d'universités américaines. Nous avons des universités de Californie, Cal State University, Newman State University de Kansas, Philadelphia University, Philadelphie. Qu'est-ce que les entraîneurs vont regarder cette fin de semaine? Les entraîneurs vont regarder des athlètes qui donnent le maximum sur le terrain, bien sûr. Les soccer universitaires, c'est très physique aux États-Unis. Alors, bien sûr qu'ils vont regarder ça. Ils vont regarder aussi des joueurs techniques. Le talent en lui seul ne suffit pas. Les notes sont aussi très importantes. Ça, c'est très important parce que les entraîneurs américains peuvent donner des bourses athlétiques et des bourses académiques. Alors, si moi, je suis un bon joueur et j'ai des bonnes notes à l'école, ça va m'aider beaucoup peut-être de recevoir une bourse à 100%. Comment se déroule la fin de semaine? OK, donc le matin, c'est pour réserver aux filles et l'après-midi, c'est pour les garçons. Donc, il y a les universités américaines et cette année, la nouveauté, il y a les universités de Montréal. Donc, on a Concordia, McGill et Université de Montréal ainsi que UQAM. Cette année, il y avait même une université canadienne des Maritimes.
Do you think you're going to find girls to go play in Nova Scotia? Well, yeah, that's the idea, to see the talent here and to see what level is. It's a good level at the combine here. So there's, there's other coaches here and there's lots of opportunities. Some will look to the States, but we provide the, I guess, the alternative to get a Canadian education, to stay in Canada and give them something different, something culturally different, at least on the East Coast. Il reste que chaque année, les entraîneurs américains sont de plus en plus nombreux. We scour the whole of the US and Europe, and this is the first time we've actually come to Canada, so we just want to look and see what talent is here. Did you see some talent? Yeah, I was pleasantly surprised. I didn't know what to expect coming in. I heard from Freddie that there will be talent, and I was very, very impressed with what I saw. Mr. Holloman, is it your first time here in Quebec for a combine? Yes, ma'am. This is my very first time here in Quebec for a combine. Not my first time in Quebec, but first time for the combine. What are you looking for this weekend? I'm like everybody. I'm looking for players that can come in and help my program be successful. But there are some key areas. I'm going to need a goalkeeper. I'm looking for players that are comfortable with the ball at their feet. Players that, when they get on the ball, for me, they show what I call a good soccer IQ, because our philosophy of play is pretty much a build from the back, keep the ball possession style. And so I need players that can fit that style of play. Antonio Ribeiro nous explique que si un joueur ne réussit pas une année, il est possible de se reprendre l'année suivante. Ça ne veut pas dire qu'une année, le jeune ne réussit pas, que l'année d'après, il ne peut pas réussir. Des fois, on essaie d'avoir des jeunes entre 15 et 21 ans. Le coach qui vient, lui a un roulement aussi dans son université, des filles qui vont finir éventuellement dans 2 ans. Puis il peut déjà spotter ce jeune-là, puis lui offrir, qui sait, peut-être une très bonne bourse ou quelque chose de peut-être une bourse au complet aussi. Je vais finir là-dessus, une belle histoire. On a un des jeunes qui est venu à l'événement. Il a fait un match. Tout de suite, le coach est tombé en amour avec. Il est allé à l'université. L'année passée, c'était la 4e année qu'on faisait. Il avait fini son éducation, il a eu son diplôme. Le coach l'a tellement aimé qu'il a donné une job d'assistant coach. Et là, il était venu recruter dans un événement que lui-même s'est fait recruter pour son université. Fait qu'il s'est fait recruter chez nous. Et là, maintenant, il recrutait chez nous pour son université qui est rendu assistant. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. C'est bien connu. L'un des plus grands objectifs des joueurs et joueuses est d'évoluer dans le réseau des universités américaines. Ce n'est pas seulement pour obtenir une bourse et un diplôme, mais aussi pour se faire voir par les dépisteurs professionnels, comme ceux de la MLS ou de la NASL. Le camp de repêchage Ribeiro-Moudjene est de plus en plus connu et il y aura encore plus d'entraîneurs universitaires en 2017. C'est donc une nouvelle opportunité de faire valoir son talent à l'étranger. Après la pause, une rencontre avec un bel espoir de l'Impact de Montréal, Thomas Meyer-Giguère. Thomas Meyer-Giguère est l'un des rares joueurs du FC Montréal à avoir eu la chance de s'entraîner avec l'équipe de Serie A italienne, le FC Bologne. L'équipe de GS l'a rencontré. Nous vous présentons aujourd'hui un autre espoir de l'équipe réserve de l'Impact de Montréal qui a commencé à s'entraîner avec les pros, l'excellent défenseur central, Thomas Meyer-Giguère. Première question, comment est sa relation avec les pros? J'ai beaucoup de conseils, même les joueurs qui sont même pas à ma position. Je regarde comme Venegas, lui, c'est un milieu. Moi, je suis défenseur, même lui, des fois, il me dit, essaie de m'aider. C'est bon parce que ça veut dire que malgré le fait que je suis en compétition avec eux, ils veulent que je réussisse, puis c'est vraiment bien. La dynamique avec cette équipe-là, c'est vraiment le fun. Les gars, ils aiment ça rire, ils ont du plaisir. Même en pratique, dans l'échauffement, ça rit, ça parle. C'est le fun, puis ça m'a comme permis de me sentir plus à l'aise quand je suis allé en Floride pour le camp de la première équipe. Là, maintenant, je suis à l'aise avec eux. Maintenant, on mange ensemble en haut, puis j'aime vraiment ça. C'est une dynamique que j'apprécie. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier qui t'a marqué puis que tu pourrais nous partager? Oui, puis en plus, c'est bizarre à dire, je l'ai eu hier, non par un joueur, par un coach. L'assistant coach de l'Impact, Wilfred Nancy, qui était mon coach quand j'étais en U16, qui est rendu avec la première équipe. Et c'est un conseil qui m'a dit, c'est vraiment simple, c'est juste moi, je suis défenseur central. Donc, à la place de jouer à mon défenseur latéral droit, si je peux jouer directement sur mon ailier droit dans ses pieds, il dit qu'on gagne du temps. Puis en plus, ça permet que s'il y a de la pression, il peut jouer en soutien à mon défenseur latéral. Puis ça, c'est un conseil qui m'a marqué vraiment, puis c'est vraiment utile. Je l'ai fait aujourd'hui, puis ça marche. J'ai lu à quelque part que tu voyais Hassan Camara comme un très bon modèle. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai. J'aime ça comment, justement, on parle de sérénité. Lui, c'est l'exemple parfait, vraiment serein. Puis en plus, quand il a le ballon au pied, il est capable de jouer. J'aime vraiment ça. Puis c'est un joueur que moi, il m'a marqué, puisque la première pratique que j'ai commencé avec eux,
c'était lui mon défenseur latéral droit, puis maintenant, je l'aime vraiment beaucoup, puis c'est vraiment une bonne personne en plus. Hein, c'est vraiment un modèle. Thomas a eu la chance inouïe de s'entraîner au FC Bologne en Italie. Plus tôt en 2016, tu as suivi un stage d'entraînement avec le FC Bologne, l'autre club de Joey Saputo. Comment ça s'est passé, ton arrivée là-bas? L'arrivée là-bas, c'était un peu spécial parce que je parlais pas la langue, je connaissais personne, à part Marco et Balou. Donc, rendu là-bas, ça a été dur à s'adapter, tout ça. Par chance, les Italiens, les joueurs étaient vraiment gentils. Ils nous ont aidés, tout ça, ça a été bien pour ça, parce qu'il y avait des joueurs là-bas qui parlaient français. Puis à la fin du coach, ça a été un voyage que j'ai appris des choses du coach là-bas, sauf que c'est pas mon style de jeu là-bas. Je me verrais pas jouer là-bas un jour. C'est quoi le style de jeu là-bas? Là-bas, comment dire, c'est vraiment tout basé sur la tactique. Il n'y a pas d'instinct. C'est comme, j'ai pas envie de dire des robots, mais c'est un peu ça. Ils font ce que le coach leur dit, c'est vraiment des robots. Ils bougent en fonction de ci, de ça. Moi, je suis plus un joueur d'instinct qui joue comme j'ai envie de jouer, tout ça. Si je veux faire cette balle-là, je vais la faire. C'est pas parce que le coach veut pas, je vais pas la faire. Mais là-bas, tu pouvais pas faire ça parce que le coach allait arrêter la pratique, commencer à parler, tout ça. Donc, tu la faisais pas, cette passe. Moi, je suis content de cette expérience-là quand même. Quand j'ai appris à être capable de mieux me positionner et tout, ça m'a aidé. Tu t'es joint à l'Académie de l'Impact en 2013. Qu'est-ce que représente pour toi l'Académie? En ce moment, l'Académie, c'est pas mal tout. C'est eux qui m'ont tout donné parce qu'avant d'être avec eux, j'avais pas l'équipe nationale, j'avais rien. Là, maintenant, j'ai tout. Maintenant, j'ai tout. J'ai l'équipe nationale, j'ai l'Impact, les pros. Eux, exemple. Ça, c'est le bon exemple. J'ai tout eux aussi, par exemple. Donc, l'Académie de l'Impact représente tout pour moi, dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Thomas pour les prochaines années? Mais un contrat avec l'Impact de Montréal, c'est sûr. Et une bonne Coupe du Monde U20 qui s'en vient, qui je pense c'est en 2017. J'espère avoir une belle Coupe du Monde U20 là-bas. Merci beaucoup, Thomas, et bonne chance pour le futur. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Thomas Meilleur-Giguère, un espoir talentueux de chez nous, qui travaille très fort pour se tailler une place sur la première équipe. Après la pause, nous vous présentons le segment Revue de match. Pour le deuxième segment Revue de match de la saison, nous vous proposons une rencontre entre le FC Montréal et les Rhinos de Rochester. Nous avons même eu le droit à une colère de l'entraîneur Philippe Lafroy. Cette semaine, un match extrêmement difficile pour le FC Montréal qui affrontait son ennemi historique en USL, les Rhinos de Rochester. Pour la première fois à l'écran, Philippe Lafroy pète sa coche et passe un très méchant savon à ses joueurs en les écorchant devant notre caméra. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas emmerdé autant que ça. 1 heure de non-soccer, de non-respect des principes, de non-respect des consignes, de non-respect du plan de match. Pas la moindre énergie positive, pas de prise d'initiative, pas de course, pas faire l'effort, pas de courage. Je pense que quelquefois les joueurs, les jeunes en particulier, oublient que le premier talent c'est le courage. On a trop de joueurs qui se croient déjà arrivés. Et les jeunes, je pense qu'ils ne se rendent pas compte des efforts qu'ils doivent faire en permanence pour y arriver. Oui, c'est dur, mais ceux qui ne sont pas prêts à souffrir, il faut qu'ils fassent autre chose. Qu'ils aillent jouer à la PlayStation, c'est génial, t'es sur ton canapé, t'as un cocktail, tout va bien. Eh ben là, faut souffrir un petit peu. Et si on souffrait un petit peu plus, cette équipe-là, je suis désolé, avec tout respect avec Rochester, on peut les battre. Le problème, c'est que si on veut pas faire d'efforts, qu'on joue Rochester, l'Université de Montréal ou whatever, on n'arrivera à rien. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera à rien sur les résultats. Mais les jeunes, il n'y en a pas un qui passera chez les pros. Il y a tout le staff des pros dans les estrades. Ils vont dire quoi après un match comme ça ? Malgré toutes les difficultés qu'a éprouvé l'équipe à s'imposer, le gardien Maxime Crépeau a très bien joué. Mais cela n'a pas suffi pour calmer la colère de l'entraîneur. Ça fait 10 matchs, on est au 10e match de la USL, ça fait 10 fois qu'à la mi-temps, on leur dit les gars, ce serait peut-être bien de faire des courses vers l'avant. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur cet aspect des choses. Donc si à un moment donné, les joueurs ils sont pas conscients que c'est à tout le monde que ça s'adresse, on n'y arrive pas. Donc ce qui a changé sur les 25-30 dernières minutes, c'est que d'un seul coup, il y a eu des courses vers l'avant. D'un seul coup, il y a des possibilités d'aller dans les derniers 20 mètres. Parce qu'avant, moi j'assiste à un match de handball, c'est des passes latérales, il n'y a rien, on en rate une et c'est situation de compte. But, 45e minute. La majorité des journalistes sur place ont demandé à Philippe Lafroy si la présence du staff de l'Impact n'aurait pas rendu les joueurs trop nerveux. Selon certains, les joueurs auraient même joué trop individuellement dans le but d'attirer l'attention des gens de l'Impact.
Alors, on ne peut pas se plaindre, il y a quelques années, on disait il n'y a jamais quelqu'un des pros qui vient voir les matchs. Et puis maintenant, ils viennent et puis que ça les gêne. On a vu une équipe qui était un peu scindée en deux, dans le sens que chaque fois qu'on passait vers l'avant, c'était tout le temps, on essayait tout le temps de faire l'exploit individuel. Toi qui es un fervent partisan du redoublement de passes, est-ce qu'il y a une consigne qui va être faite pour les prochains matchs? Passe vers l'avant, on dit aussi après soutien. Quand il n'y a pas de passe vers l'avant, il n'y a pas beaucoup de soutien. Quand il y a une course vers l'avant, le mec est souvent isolé. Alors maintenant, est-ce qu'il faut attendre d'être mené 2-0 et 25 minutes pour commencer à se dire « Tiens, je vais faire des choses pour gagner le match » Pour moi, un compétiteur, c'est un gars qui, dès la première minute, a envie de gagner le match. Pas un compétiteur qui se dit « Ah, les 20 dernières, je vais peut-être faire un effort pour changer le cours du jeu. » Écoutez bien maintenant le message que le pilote du FC Montréal lance à ses joueurs. Faut pas qu'ils oublient une chose. En faisant les efforts, ils ont une petite chance d'y arriver. Une petite chance d'y arriver. S'ils font pas d'efforts, c'est même pas la peine qu'ils y pensent. Et je pense qu'ils ont du mal encore à trouver où est-ce qu'ils doivent mettre leurs efforts et leur énergie. Qu'on voit des joueurs avec des crampes au bout de 60 minutes, alors qu'on est en début de saison, il y a peut-être quelque chose au niveau de la préparation que le garçon il fait peut-être pas bien. Alors j'espère que ça va être une prise de conscience pour eux, parce que ce qu'ils ont montré là, c'est même pas digne de la CSL où on jouait il y a 5 ans. Mais quand on a été à la 10e match, puis c'est toujours les mêmes erreurs que le premier, à un moment donné, il faut surtout se poser la question si certains ont le potentiel d'aller plus haut. C'est ce qui s'appelle un message clair et très limpide. Nous vous reviendrons dans quelques semaines avec un autre reportage au sujet de la progression du FC Montréal. Aujourd'hui, on vous propose une dernière question dans la catégorie des très faciles. Quel pays a remporté la dernière Coupe du Monde? Quel pays a gagné la dernière Coupe du Monde? La dernière Coupe du Monde, c'est la... J'ai oublié ce truc-là. Allemagne. L'Allemagne. Was it France? L'Allemagne. Ah, aide-moi. Définitivement, on doit travailler fort pour développer la culture du soccer au Québec. Allons voir chez nos compatriotes de Toronto maintenant. World Cup was last won by Germany. Or Germany? Nous avons à nouveau posé la question à Spider-Man. Après plusieurs tentatives, nous en déduisons que Spider-Man est carrément ignorant. Germany, right? Oh, Argentina. I don't know. Germany? De retour chez nous, c'est Vandril Lefebvre qui nous donne la réponse définitive. Vandril, quel pays a gagné la dernière Coupe du Monde? Ça fait un petit peu mal au cœur, mais c'est l'Allemagne. En 2014 au Brésil, ils ont gagné 1-0 en prolongation contre l'Argentine, but de Mario Götze. Merci. J'espère que ce nouvel épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Claudia Richard. À la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG.